L'essence des poils, la trichologie, puisque trix en grec, ça veut dire poils et cheveux. À la fois, vous savez, les poils et les cheveux, sur le plan biologique, c'est à peu près la même chose, hein, mais bon, ça pousse plus ou moins fort selon les hommes, les femmes, etc., les lieux du corps. Bon. Ce qui m'avait frappé, je vous ai parlé de ma passion pour le football et je vous ai parlé de l'Iran. Dans les deux cas, les poils étaient tout à fait étonnants. Parce que je comparais les générations de footballeurs dans les années 60, c'était bien dégagé sur les oreilles. Après les années 70, je regardais même Beckenbauer, qui est pourtant la rigueur allemande par excellence, Gerd Müller, des cheveux au contraire très, donc tout à fait importants, très longs comme on les portait à l'époque. Et puis ensuite, une sorte de décoordination avec ces joueurs africains qui se faisaient peroxyder les cheveux, avec ces joueurs aussi qui avaient une apparence pileuse très particulière. Donc quelque chose qui témoignait plutôt de l'individualisation des sociétés contemporaines. Puis après, dans les années 2000, là au contraire, ça a été le rasage des tempes et des côtés du crâne, avec des mèches. Mais alors ces mèches encore m'intéressaient beaucoup parce que la mèche de Neymar ne ressemblait pas à la mèche de Giroud. Bref, j'avais l'impression de quelque chose qui nous disait des choses importantes sur la société française, à savoir l'importance du concept de génération. Alors, la génération, c'est la génération des tempes qui sont rasées, ou bien la génération des cheveux longs. Et puis, d'autre part, l'individualisation, ce qui fait que la mèche de Giroud ne ressemblait pas à la mèche de Neymar, etc. Donc, ces deux tendances. En plus, ce qui m'avait beaucoup frappé quand j'avais étudié le football, c'était l'importance du poil facial. Parce qu'il y avait des joueurs, au moment d'un cycle de coupe, qui ne se rasait plus. Alors, c'était une de mes premières réflexions sur le football. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi il ne se rase plus? Il me disait, mais si, c'est pour l'influx nerveux, ça nous permet, on est plus guerrier, etc. Alors, j'étais allé voir un dermatologue, je lui ai dit, est-ce que c'est vrai que quand on se laisse pousser comme ça, il m'avait dit, circuler, il n'y a rien à voir, bon, influx nerveux, non. Mais bon, ça faisait partie des coutumes qu'avaient ces joueurs de garder cette barbe hirsute jusqu'à la partie finale, étant que le cycle de coupe continuait. Puis je me suis retrouvé en Iran. Alors, bon, ce n'est pas chronologiquement exact ce que je vous dis, mais ce qui était très frappant, c'était aussi le statut du poil en Iran. Et alors, ça me frappait beaucoup pour les jeunes filles, et notamment pour ce que j'ai appelé la révolution des sourcils. Alors, c'est quoi la révolution des sourcils? C'est que, si vous voulez, donc l'Iran appartient à la ceinture velue dont nous parlions, c'est-à-dire à ce monde, si vous voulez, méditerranéen et proche-oriental où les gens sont naturellement velus. Et ce qui est très frappant quand on examine le statut des femmes, c'est que quand elles sont jeunes et pas encore mariées, traditionnellement, elles gardent tous leurs poils, et notamment leurs sourcils. Ce qui fait qu'on appelle les sourcils des jeunes filles des patche bozi, c'est-à-dire des pattes de chèvre. Vous savez, les pattes de chèvre sont très poilues. Et puis, le jour de leur mariage, à ce moment-là, alors on a deux arcs parfaits. L'épilatrice est passée par là. Et l'épilatrice a épilé tout le corps. Donc, avec le fil pour ce qui est des poils du visage, avec des pattes diverses pour ce qui est
des poils pubiens ou des poils corporels, etc. Les hommes, au contraire, gardent leurs poils et notamment la moustache. Vous savez, il y a eu des régimes pour l'occidentalisation en Turquie et en Iran. Il y a eu Atatürk, il y a eu Shah Reza Shah, en Iran, donc dans les années 20-30. Mais ils ne voulaient plus de barbe, qui était symbole de la tradition, mais ils ne se sont jamais attaqués à la moustache. La moustache régnait et n'était pas destituable. Et alors la révolution des sourcils dont je vous parlais, ce qui est très frappant. Alors, si vous voulez, ce qui était tout à fait dans l'Iran traditionnel, vous voyez une femme à qui vous avez à dire bonjour, si elle a les sourcils épilés, vous dites bonjour, comment vont vos enfants, comment va votre mari, etc. Si elle a au contraire des pattes chebosi, des pattes de chèvre, vous lui demandez comment vont ses parents, etc. Et puis, là, tout à coup, des jeunes filles qui se font épiler les sourcils pour être comme les actrices américaines ou pour avoir un meilleur statut ou pour apparaître occidentalisées. Ouh là là, ça c'est la révolution des sourcils. Mais attention, parce que vous pouvez être mis à la porte du collège ou de l'école, du lycée où vous êtes, si vous vous épilez les sourcils avant le mariage. Donc, tout ça m'avait beaucoup frappé, aussi bien chez les footballeurs qu'en Iran, sans parler de la barbe des mollahs, etc., si vous voulez. Et d'autre part également de Rafsanjani, le président de la République, qui lui était imberbe. Alors vous savez comment on appelle imberbe, d'ailleurs c'est intéressant, c'est Coussé. Coussé, c'est le requin, mais Kos, c'est le sexe féminin. Alors vous voyez, donc, bon, bref. Une figure lisse, pour un président de la République, c'était l'objet aussi de sarcasme, évidemment. De même d'ailleurs que sur le terrain, c'était les chauves. Alors les chauves, eux, étaient l'objet de sarcasme, mais en même temps d'un rituel très particulier, qui était celui des 7 chauves, ou des 40 chauves. Alors je me demandais ce que c'était. Et alors en fait, c'était un rite qui était pratiqué par les paysans quand il pleuvait trop. S'il pleuvait trop, c'était de la faute des chauves, qui ne voulaient surtout pas sortir quand il pleut, parce qu'ils n'étaient plus protégés. Mais ces chauves, d'ailleurs, quand il y a du soleil, ils disent non, non, avaroche, calnaroche. Quand le temps est beau, au contraire, ça leur grille le crâne, donc ils disent je ne vais pas travailler non plus. Alors donc, quand il y avait de la pluie et qu'il fallait que ça cesse, on citait les 7 chauves que l'on connaissait dans le village, et puis alors il fallait désigner le chauve par une ordalie, désigner le chauve qui était coupable de cette pluie continue. Et à ce moment-là, donc, il fallait, si vous voulez, donner des coups de fouet sur là où était inscrit son nom pour faire en sorte que le temps se rétablisse. Et puis si ça ne marchait pas le lendemain, à ce moment-là, alors celui qui se faisait houspiller, c'était celui qui avait fait un mauvais, qui avait dit c'est lui qui est responsable de la pluie. Bref, la pilosité avait une importance considérable. Alors, à ce moment-là, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le poil, c'est bien intéressant. J'ai regardé un peu ce qu'il y avait en anthropologie. Il y avait des choses ici et là, mais rien de bien synthétique sur le poil. Et ça m'a intéressé d'autant plus que on va en vacances, comme tout le monde. Et donc, je m'étais retrouvé à Prague. À Prague, où il y a cet ensemble extraordinaire qui est l'ancien domaine royal. Attendez, je vous dis des bêtises, voilà, mon Dieu. Attendez, non, là il faudra couper. Oui, oui. À Prague, donc, où il y a cet ancien ensemble
royal, et je ne me rappelle plus le nom, c'est pour ça que... et il y a là, si vous voulez, une chapelle particulière qui serait un peu l'équivalent de ce qu'était Nazareth, ce qu'était la chapelle de Nazareth, où on aurait déposé, enfin bref, il y a toute une légende autour de cette chapelle, et notamment où est perpétuée une légende selon laquelle une fille devait être mariée à un prince athée. Mais comme elle était très croyante, elle ne voulait pas épouser ce prince athée que ses parents voulaient absolument lui imposer. Donc elle a prié le Seigneur, et pendant la nuit lui est poussée une barbe. Donc voilà une vierge barbue. Et le lendemain, évidemment, le prince, découvrant cette vierge barbue, n'a pas voulu se marier avec elle, et donc elle a été protégée du mariage avec un infidèle. Alors donc ça faisait beaucoup au sujet du poil. Et je me suis demandé un petit peu comment on pouvait aborder cette question. Donc j'ai recensé tous les cas où j'avais été confronté à un problème de pilosité, ou un problème, ou à une question, ou à des données sur la pilosité. Il y en avait en définitive pas mal, et y compris ce que j'avais vu dans le centre de traitement chimiothérapeutique près d'Aix-en-Provence, à Marseille, où là, en effet, lors des chimiothérapies, très souvent, les femmes et les hommes perdent leur poil. Et c'est dramatique, très souvent, pour les femmes, de perdre leur chevelure, qui est un emblème de la féminité. Donc, football, Iran, Prague, chimiothérapie, ça faisait quand même beaucoup pour m'inciter à étudier plus systématiquement le poil et la pilosité. Et à partir de là, j'ai vu qu'il y avait en définitive quatre entrées possibles, si vous voulez, dans le domaine de la pilosité. L'entrée par les genres. C'est vrai que c'est une constante, que cette différenciation qui est donnée par la nature et qui est reprise et creusée par la culture, de la différence pileuse entre les hommes et les femmes. Donc, une première interrogation là-dessus. Interrogation, donc, en voyant un peu comment ça se passait dans différentes sociétés, parce que là, dans ce livre sur l'essence du poil, c'est à vrai dire le seul livre d'anthropologie comparative, aussi bien l'Amérique que l'Asie, que l'Europe, si vous voulez, l'Afrique aussi, où j'ai utilisé un peu toutes les armes qui étaient à ma disposition, en lisant ou bien en me référant à mon expérience de terrain. Et alors, évidemment, ce qui m'a frappé, je vais vous en donner simplement un exemple pour les genres, c'est par exemple dans le judaïsme. Dans le judaïsme, traditionnellement, une fois les femmes mariées, elles doivent se couper les cheveux et mettre une perruque ou bien encore un bandeau simplement sur la tête, donc pour enlever cette arme de séduction qui est, selon à la fois la tradition juive et la tradition islamique, la chevelure féminine. Mais alors ce qui m'a... Vous savez, il y a, je ne sais pas si vous avez lu la Genèse dans l'Ancien Testament. Alors ce qui est très frappant dans la Genèse, c'est qu'il y a deux créations. D'abord, au début de la Genèse, on vous dit, hommes et femmes, il les créa. Et puis ensuite, je crois que c'est au verset 27, tout à coup, on voit que la femme naît de la côte d'Adam. Alors, bon, la kabbalistique juive s'est posé la question de savoir ce qui s'était passé entre ces deux créations. Entre ces deux créations, il y a eu, à vrai dire, la première femme d'Adam, avant Ève,
qui est, selon la tradition, Lilith. Lilith qui est la première femme et en même temps, selon la tradition kabbalistique, une femme rebelle. Ils font l'amour comme tout le monde, mais elle dit, moi je ne veux pas me placer dessous, il n'y aurait pas question. Moi dessus. Hein. Bon, bref, Adam, au bout d'un certain temps, en a assez, et dit à cette femme, Lilith, de le quitter. Et elle s'en va d'ailleurs près de la mer Rouge, où elle est poursuivie par des démons, etc. Donc elle enfante des démons, selon la tradition. Et à ce moment-là, il y a Ève, qui est une femme plus disciplinée, à la chevelure plus disciplinée que Lilith. Alors Lilith a été reprise comme emblème par les féministes juives, et qui se laissent pousser la chevelure. Et d'ailleurs, donc, on a des tableaux, si vous voulez, de Lilith au XIXe siècle, où on voit une Lilith avec une chevelure ample et rousse. Rousse, le roux étant évidemment le symbole de la turpitude et du refus des normes, si vous voulez, puisqu'une femme pure doit être blonde, hein, dans la tradition. D'ailleurs, si vous prenez la tradition antique même, hein, Aphrodite eh bien, est blonde. Hein, donc, si on reprend, si vous voulez, les sculptures grecques telles qu'elles étaient. Donc, c'est vrai que c'est la blondeur, hein, qui a incarné la pureté, sauf à une période qui, dans notre société, va du XVIIe au XIXe siècle, où à ce moment-là, c'est plutôt les brunes qui ont été valorisées à l'époque romantique, parce qu'il fallait que ce soit naturel. Or, le blond est en général, au contraire, pas naturel du tout, mais puisqu'il y a très peu de blondes, hein, statistiquement, mais il y en a plus si on regarde ce qui se passe, et notamment à Marseille, où il y a beaucoup de blondes, alors qu'en fait, il devrait y avoir plutôt des brunes. Bref, bon. Alors, donc Lilith avec sa chevelure rousse, et vous voyez comment Lilith symbolise précisément l'autonomisation des femmes et leur libération. Et d'ailleurs, on a toute une série de poèmes à la gloire de Lilith, et vous voyez aussi comment ça a sa résurgence dans la littérature. Lilith, Lolita. Hein. Donc, on a là, si vous voulez, quelque chose qui nous montre comment les phénomènes d'émancipation passent aussi par la chevelure et par sa reconnaissance. Alors, contraste entre les genres, et d'autre part, version plus ou moins affirmée de la féminité, des revendications de genre, de libération par rapport aux contraintes, etc. Alors évidemment, il y a là aussi, en fait c'était la photo que je cherchais ce matin, mais que je ne trouvais pas parce qu'elle est dans un autre livre, sur la mèche blonde qui s'échappe du hijab en Iran, comme revendication, en disant, bon, on n'a pas seulement à dissimuler notre chevelure. Vous voyez aussi comment la barbe peut être le symbole de cette virilité, de cette masculinité, et comment, donc, je vous le disais, ni Atatürk ni Reza Shah n'ont porté atteinte à la moustache, qui est véritablement l'emblème de la virilité. Et vous voyez comment aussi, d'ailleurs, si on parle du port de la barbe aujourd'hui, ce qui intéresse notre ami du Cotentin, c'est que cette moustache n'est plus du tout la moustache agressive qui pouvait exister naguère, donc qui était une moustache drue, taillée, mais au contraire une moustache beaucoup plus souple, ointe, entretenue, donc avec également donc une tondeuse de la barbe, une tondeuse à sabot qui permet de faire apparaître cette barbe de quelques jours seulement et non pas cette barbe plus touffue ou hirsute. Alors donc, il y a cette distinction masculin-féminin. Vous voyez comment on était dans les années 90, à une époque où en définitive, l'apparence masculine et féminine se rapprochait beaucoup entre les cheveux courts des femmes d'âge mûr, hein, parce que sans ça, les jeunes, des enfants, c'est toujours les nattes ou bien c'est les cheveux longs. Mais donc, il n'y avait plus tellement de poils sur le visage, il y avait juste quelques petites mouches
que laissait, pour rappeler l'essentiel, que laissaient pousser les hommes. Donc, un refus qui s'exprimait à travers cette apparence pileuse, mais non pileuse, plus exactement, un refus de trop de différence. Et là, au contraire, il semble, soit qu'on ait un retour de mode, parce que vous savez, la mode, c'est toujours de prendre l'envers de ce qui se passait auparavant, soit au contraire une réaffirmation, mais souple, et non pas avec la moustache drue, de la masculinité. Alors, distinction de genre, mais aussi distinction entre classes sociales, entre groupes, et entre groupes ethniques avec, si vous voulez, ces revendications ethniques qui passent aussi par l'apparence pileuse. Moi, l'exemple que je prendrais, là, pour ne pas accumuler les exemples, c'est l'exemple de la coiffure des Afro-Américains. Si vous prenez tous les joueurs de jazz jusqu'aux années 50-60, qu'est-ce que c'est? C'est l'obsession du lisse. Transformer une chevelure crépue en chevelure lisse avec toute une série de procédés qui sont bien détaillés par Mrs. Walker, qui était l'équivalent d'Elizabeth Arden à ce moment-là, et qui fournissait, si vous voulez, tous les gels nécessaires et tous les procédés qu'il pouvait y avoir pour se faire cuire les cheveux et donc obtenir une chevelure lisse ou bien encore faire un lissage à froid, enfin selon les techniques qui étaient utilisées. Et puis on a dans les années 50-60, au contraire, une révolte contre cela, en disant mais non, soyons fiers de nos origines, et au contraire, donc avec la coiffure en brousse, et Angela Davis et puis d'autres colporteurs de cette nouvelle mode, si vous voulez, pour ce retour aux origines en refusant précisément d'être transformé, d'avoir l'apparence du groupe ethnique supérieur, à savoir les Blancs, qui souhaitent au contraire avoir une chevelure lisse et continue. Donc il y a là quelque chose aussi qui nous renseigne sur l'État, sur les revendications, sur... Alors évidemment, il est vrai que si vous prenez les coiffures africaines, c'est extraordinaire, traditionnel, c'est extraordinaire pour savoir à quel clan on appartient, de qui on est le fils, la profession que l'on exerce, etc. Tout ça étant, si vous voulez, marqué dès l'enfance. Et là, il y avait des travaux très intéressants qui m'ont permis de voir un peu comment précisément la classe sociale, le groupe professionnel s'exprimait à travers ces nuances pileuses. Puis alors, il y a un troisième aspect, troisième catégorie, si vous voulez, qui m'a beaucoup intéressé, c'est le rapport entre le normal et l'anormal. Ce qui est très frappant, et notamment, alors parce que, si vous voulez, tous les rebelles, tous ceux qui se mettent en dehors de l'ordre social, ont des coiffures apparentes très différentes, qu'il s'agisse, et une apparence pileuse très différente, qu'il s'agisse de révolutionnaires, je pense au Barbudos, à Fidel Castro, ou même d'ailleurs, vous voyez, pour le Guilan, il faut en revenir à mes amours iraniennes, je vous disais qu'il y avait eu un mouvement révolutionnaire, le mouvement forestier. Le leader de ce mouvement avait fait le serment de ne pas se couper la barbe tant que les objectifs ne seraient pas atteints, ils n'ont jamais été atteints, et d'autre part avait une chevelure tout à fait étonnante. Je pense en avoir ici un exemple. Oui, je vais vous montrer ceci. Et alors, vous voyez comment c'est un enjeu. Parce que regardez l'image du même telle que le voulait la révolution islamique et telle que je l'avais vue en Iran en 82. Donc là, avec une barbe extrêmement régulière, et donc quelque chose qui nous dit que si on n'est pas dans l'ordre social,
on va avoir une pilosité qui apparaîtra extravagante aux gens de l'ordre. Alors, c'est vrai donc pour les chasseurs enfiévrés, c'est vrai pour tous ceux qui se rapprochent trop de la nature, mais c'est vrai aussi dans le domaine religieux. C'est ça qui m'avait beaucoup intéressé. Dans la mesure où ce qui est frappant, c'est le contraste qu'il y a entre le moine, par exemple, qui est dans son monastère où il y a une salle de rasure, qui a par ailleurs également une tonsure qui a été pratiquée. Et d'ailleurs, il y avait une coutume au XVIIe siècle, quand on portait des perruques, où il fallait qu'il y ait un trou dans la perruque des moines ou des clercs pour qu'on voit bien qu'ils avaient la tonsure. Donc, et puis d'autre part, alors celui qui est tout à fait étonnant, à côté de ça, c'est l'ermite. L'ermite qui a au contraire une chevelure abondante, qui a une chevelure qui est hirsute. Et il n'y a pas que dans la religion catholique ou chrétienne qu'on a cet échevellement, mais aussi il y a un certain nombre, là je pense aux chamans asiatiques en Chine, pas aux chamans d'Amérique du Sud qui ont une coiffure plus régulière, mais plutôt aux chamans du monde ancien chinois, où il y avait véritablement aussi cette coiffure désordonnée. Donc on a là, alors ça m'a aussi beaucoup intéressé pour le monde indien. Le monde indien où on a à la fois le sannyasine qui est le moine jain qui a les cheveux rasés, etc., et qui consomme des mets qui sont conformes aux normes brahmaniques. Et puis d'autre part, on a le Varnaprashta, qui est cet individu qui a une relation directe avec la divinité, qui est dans les bois, dans les forêts, qui a cette chevelure, si vous voulez, qui est avec ses tresses qui sont avec du sucre de figue, qui sont solidifiés avec du sucre de figue. Bref, on a véritablement deux types de rapports à la divinité, ce qui m'a fait relire Caillois et le Sacré Collège de sociologie, qui opposait un sacré droit, un sacré d'institution, à un sacré gauche, à un sacré de dissolution et de relation directe avec la divinité. Et c'est vrai que tout ça se traduisant capillairement, si j'ose dire, par la pilosité. Et alors, ce qui m'a intéressé, c'était de voir comment il y avait entre le moine qui est dans un monastère et l'ermite, un troisième personnage qui faisait un peu le tampon entre les deux, c'était oui, il faut s'arrêter. Ah d'accord, oui. C'était le frère Convert. Le frère Convert portait la barbe comme l'ermite, mais par ailleurs, sa barbe était domestiquée, contrairement à l'ermite, et donc c'était un personnage intermédiaire qui cultivait les champs, et dont on disait d'ailleurs que la barbe ressemblait aux meules de blé qu'il confectionnait dans les champs et qui était extrêmement organisée. Oui, alors il y a un quatrième aspect qui m'a aussi beaucoup intéressé, c'est l'aspect esthétique. Et de voir comment, selon les périodes et selon les sociétés, la pilosité ressemblait à d'autres manifestations, à d'autres créations esthétiques. C'est vrai, par exemple, quand on prend le XVIIIe siècle, avec ces mouvements baroques superlatifs, le rococo par exemple, quand vous prenez les chapelles en Bavière, etc., il y a une sorte d'exubérance des formes et des trouvailles esthétiques. Et quand vous regardez comment est traitée la chevelure à ce moment-là, avec ces perruques tout à fait étonnantes, avec ces compositions qui sont faites,
que faisait la reine Marie-Antoinette. D'ailleurs, on se dit, quand on voit à quoi passaient ces dames, à quoi ces dames passaient le temps, on se dit que bon, peut-être que c'était pas si mal qu'il y ait eu une révolution. Mais bref, si vous voulez, il y a donc quelque chose qui ressemble sur l'expression esthétique générale d'une époque et l'expression qui s'exprime dans la chevelure ou dans la manière d'accommoder ses poils. Alors c'est vrai aussi, vous voyez par exemple dans les années 90, je vous disais tout à l'heure que c'était la période où en définitive les hommes ne laissaient pas apparaître leurs poils et où par ailleurs ils étaient coiffés de façon extrêmement rigoureuse. C'est vrai que c'est une période du rat, et une période du rat RAS, hein, et une période où en définitive c'était les ordinateurs gris, c'était les murs des maisons où il n'y avait pas tellement d'exubérance sur les murs et de décoration. C'était la période aussi du poil ras des chiens, et non plus, si vous voulez, des caniches de la belle époque avec leurs poils bouclés. Bref, on a, me semble-t-il, pas toujours, hein, mais souvent une correspondance entre des formes esthétiques et d'autre part des modes d'acclimatation du poil. Alors évidemment, il y a quand même quelques constantes qui sont frappantes, c'est notamment en matière de couleur, la manière dont le blond et le brun ont été acceptés et le roux, en général, non, sauf dans des périodes plus récentes où le roux, sous la forme du rouge d'ailleurs, est au contraire, si vous voulez, la marque d'une période où il n'y a plus de tabou et où en même temps, donc, on se rougit les cheveux volontiers pour montrer son indépendance par rapport aux normes. Mais ce qui est frappant, c'est ce discrédit du roux. Le roux ayant été soit le symbole de la turpitude, hein, les femmes rousses, hein, c'est Yvonne Verdier, dans Façon de dire, façon de faire, a de très beaux passages sur ce que l'on prête aux rousses. Hein. Ouh là là, c'est des femmes qui, je ne sais plus ce que disent les informateurs, mais enfin, je crois me rappeler l'expression bonne baiseuse. Hein. Donc, ou bien, vous voyez, c'est la turpitude, c'est Goupy, c'est le renard. Hein. C'est le renard qui est rusé, qui est essai. C'est pire que le renard encore. Bien sûr, qui est représenté comme roux dans la scène, c'est Judas. Hein. C'est celui qui trompe par excellence. Donc ça, si vous voulez, il y a des constantes aussi à travers les couleurs, à travers le temps. Pas toujours à travers les sociétés d'ailleurs, parce que ce roux, au contraire, ce sera la couleur du henné dans un certain nombre de sociétés du Moyen-Orient, enfin du Pakistan en particulier, ou bien de l'Afrique du Nord. Bon, bref, les couleurs méritent aussi, quand on parle d'esthétique, de s'y arrêter.